Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Refonder l'État, quel rôle pour la jeunesse congolaise face au chaos politique et aux urgences sociales? Plateau spécial, mesdames et messieurs, avec monsieur Hugues Bolendobo, président du mouvement citoyen éclairé, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Bebs. Merci président d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Le plaisir il est pour moi et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Et je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou. Non, il n'y a pas de sujet tabou, en tout cas on va entrer les pieds dans les plats. Au nom de toute la jeunesse, nous allons répondre du mieux qu'on pourra. Voilà, et mesdames et messieurs, je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné de madame Grace Chako RTGA. Bonsoir. Bonsoir, merci, c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Bonsoir, président fondateur. Bonsoir, madame Chako. D'être avec nous en ce soir. Et de l'autre côté, nous sommes avec monsieur Eddy Kabeya, présentateur kiosque CCTV. Enfin, je suis tellement ravi d'être parmi vous ce soir. En fait, étant journaliste, nous avons un rôle hautement pédagogique à jouer qui consiste à expliquer le méandre politique, économique, sociétal de la République à travers le média. Nous croyons que cette émission sera une occasion pour que l'on puisse éclairer la lanterne de l'opinion quant à ça. Monsieur John Chitendekin, 24. Merci, estimés confrères, et très heureux de retrouver monsieur Hugues Bolendobo. Un bon moment de vérité avec lui. Voilà, nous allons commencer directement cet entretien. Président, comment percevez-vous aujourd'hui l'état général de la RDC sur les plans politiques et sociaux? Merci beaucoup pour la question. C'est une question qui est fondamentale, étant donné que en République démocratique du Congo, la politique et le social sont sur toutes les lèvres. Et si je dois répondre d'abord pour commencer sur l'aspect social, un des points les plus importants, c'est que le peuple congolais a faim. Nous avons faim. Il faut que nous puissions atteindre cette autonomie sur le plan agroalimentaire dans une vision sur le moyen et sur le long terme. Et à partir du moment où la République démocratique du Congo, où les Congolais auront réglé ce problème de l'indépendance sur le plan agroalimentaire, je pense que nous pourrons réfléchir sur des problèmes un peu plus profond. Mais en tout cas, au niveau social, tout est à refaire, tout est à faire. Nous voyons les bouchons qui commencent à avoir un impact négatif sur la productivité, même sur l'efficacité et même sur le moral des gens. Nous voyons les inondations dès qu'il pleut. Il y a tellement de problèmes. Il y a la guerre qui est un problème social énorme en République démocratique du Congo. En tout cas, aujourd'hui, l'humain congolais est en train de pleurer. L'humain congolais est en train de vouloir retrouver sa place, sa dignité, même dans l'échiquier mondial. En tout cas, sur le plan social, il y a tellement de réformes qui doivent être faites et qui méritent que tout un peuple soit penché sur une vision afin que nous soyons tous alignés. Maintenant, au niveau politique, là, il y a à boire et à manger. Vous savez que notre pays est dans une guerre qui ne dit plus son nom, c'est dans une guerre qui est multidimensionnelle, dans une guerre qui est le fruit du manque d'unité entre les Congolais, une guerre qui est le fruit de la cupidité des Congolais, une guerre qui est le fruit de « oh toi que je m'y mette » parce que chacun pense qu'il a la meilleure solution que les autres, plutôt que de travailler ensemble. Aujourd'hui, les Congolais n'arrivent plus à se mettre ensemble. Et surtout, c'est vraiment la classe politique congolaise qui draine derrière elle des masses, mais qui n'arrive pas à conjuguer un seul verbe qui est, pas un verbe, mais plutôt une philosophie qui est celle de l'intérêt suprême de la nation. Donc vraiment, ce sont des questions que je suis en train de répondre de manière sommaire, mais qu'on peut entrer encore un peu plus en profondeur. Mais vraiment, voilà ma question ou ma réponse sur le plan social et sur le plan politique. Madame Chako. Alors moi, je vais, d'entrée de jeu, quand on parle d'abord du mouvement citoyen éclairé, ce mouvement qui est né, ça fait quelques années, je pense, il reste un peu évasif, un peu philosophique, un peu, allez, on va dire, pas vraiment sur le terrain, parce qu'on a l'impression que vous touchez une certaine classe et que ce que vous dites, c'est un discours déjà entendu, mais est-ce que vraiment il a un impact sur les vies des jeunes Congolais?
Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, on dit toujours ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Il faut d'abord commencer par une conception. Hein, les gens, généralement, quand on pose des actes, disent oui, mais les actes ont la philosophie, ils ont la idée, mais mesdames et messieurs, si vous ne commencez pas dans le côté immatériel, dans le côté philosophique, dans le côté psychologique, il sera difficile de matérialiser de façon ordonnée les choses. Nous avons commencé avec le mouvement citoyen éclairé, d'abord dans un axe qui est important, bon, certains appellent philosophique, mais c'est l'éducation. Hein, l'éducation qui nous permet justement de poser les bonnes questions, qui nous permet de sensibiliser, que ce soit la jeunesse congolaise ou la population congolaise en général. On a commencé par les universités, parce que ce sont eux les futurs dirigeants, ce sont eux qui vont conduire la barque demain, et il était important de commencer par là pour leur dire que votre mentalité, c'est ça votre arme la plus précieuse, et c'est ça qui va vous permettre de construire la République démocratique du Congo, à travers justement cette éducation. Et puis, à partir du moment où on arrive à toucher cette jeunesse, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, vous pouvez faire un test, vous allez voir que la jeunesse congolaise, en tout cas du moins là où nous on a commencé à faire ce travail, est très sensible à la question. Quand on entre dans les universités, on va voir les universitaires, on va voir les étudiants, chose qui n'est pas facile d'arriver dans une université et d'attirer autant d'étudiants autour de nous sur une idéologie qui leur permet justement de voir clair, qui les éclaire pour le futur. C'est un exercice qui n'était pas facile d'entrée de jeu, mais comme on répond à un besoin, ces étudiants ont répondu présent. Et maintenant qu'au niveau estudiantin, ce message commence à être compris, nous allons progressivement descendre dans toutes les couches de la population avec des méthodes tout autant adaptées pour chacune de ces couches de la population. Donc, ce n'est pas que de la philosophie ou que de la psychologie, mais il faut d'abord commencer par l'immatériel, toucher la structure mentale, parce que c'est cette structure mentale qui va faire émaner justement le physique. Vous voyez par exemple cet iPad que j'ai en main. Avant qu'on passe à l'action de construire l'iPad, on a commencé d'abord par penser l'iPad. On a commencé d'abord par dessiner l'iPad. On est passé de l'immatériel au matériel. Et comme ça a été bien pensé, c'est pour ça que cet iPad, il est opérationnel et optimal. Donc c'est très important de signaler à tous ceux qui nous écoutent que vous devez d'abord commencer par avoir un esprit clair, une vision claire avant de passer à l'action. Mais n'empêche, les campus tours, ce sont des actions qu'on pose sur le terrain. On a fait des conférences avec des étudiants. On a fait des conférences avec des jeunes pour parler de la situation sécuritaire. On a fait des marches. On a fait une marche même de salubrité pour sensibiliser la jeunesse congolaise quant à la propreté, à la salubrité de notre ville. Donc nous passons déjà à l'action, mais nous faisons de manière progressive et de manière stratégique. Et comme les Congolais, on aime bien que d'un coup de baguette magique que les choses décollent, prenez votre mal en patience, nous installons le jeu progressivement et vous verrez les résultats. J'ai envie de dire que ça reste toujours assez philosophique. Qu'est-ce qu'il faut que la jeunesse fasse aujourd'hui, ici et maintenant, face au chaos, et pour qu'elle ne soit plus simplement victime, mais qu'elle soit actrice du changement? La responsabilité individuelle, la responsabilité. Il faut que chaque jeune puisse se sentir responsable de la construction de son pays. Comme le président Kennedy le disait, il ne faut pas se poser la question de ce que l'État peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'État. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise est, j'ai envie de dire, doit se réveiller, mais on commence à sentir un éveil de la part de la jeunesse congolaise. Concrètement, les jeunes doivent s'impliquer. La participation active dans le processus démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de ne pas être passif. Mais les jeunes ont toujours participé. Vous vous souviendrez qu'il y a eu beaucoup de mouvements associatifs à la fin du mandat du président honoraire. Il y a eu Filimbi, il y a eu Lucha, etc. Les jeunes ont toujours été là. Vous êtes en train de stigmatiser les jeunes en disant qu'ils n'ont jamais été là. Je ne stigmatise pas les jeunes en disant qu'ils n'ont pas toujours été là. Mais on dit, ce ne sont pas des efforts qu'on doit faire pendant 2-3 ans, et si ça ne fonctionne pas exactement comme on veut, on se laisse aller. Ce sont des efforts générationnels, ce sont des efforts sur le long terme. Alors nous demandons justement que la jeunesse continue à poser des actes. La jeunesse continue à être sur le terrain. Par exemple, on était en train de parler d'un point important. Aujourd'hui, si vous dites aux jeunes, venez, nous allons nettoyer la ville de Kinshasa. Vous savez quel sera le premier réflexe des jeunes? Ils vont vous dire, vous nous payez combien? Plutôt que de se dire, aujourd'hui nous avons une ville qui est très sale,
très très sale, plutôt que de se demander combien vous allez nous payer pour que la ville soit propre, commençons d'abord par établir les bases de la salubrité de Kinshasa et que chacun se sente responsable, par exemple, de la propreté de la ville de Kinshasa. Rien que pour parler de ça. Quand vous regardez dans la circulation routière, par exemple, ceux qui conduisent en majorité, les chauffeurs, les taxis, ce sont des jeunes. Ce sont en général des jeunes. Mais regardez l'état de la circulation. Regardez la psychologie des Congolais dans la circulation routière. Si vous voulez avoir une carte générale de la mentalité congolaise, regardez la circulation. Regardez le désordre qu'il y a dans la route. On n'est pas obligé qu'on puisse nous tenir derrière avec un bâton pour qu'on soit aligné. Il est question maintenant que chacun d'entre nous devienne et se sente responsable. Donc, c'est le premier point, la responsabilité individuelle d'entre nous. Et surtout, continuer dans les efforts, continuer dans le courage, continuer, comme tel que je suis en train de le faire, à passer dans des émissions, à sensibiliser, à rappeler aux jeunes leurs devoirs, au niveau de l'éducation, au niveau de la sécurité. Nous avons posé encore une action, si vous demandez encore des actes sur le terrain. Par exemple, quand il y a eu la chute de Bukavu, le lendemain, nous avons pu réunir plus de 1000 jeunes au collège Boboto dans les questions sécuritaires. Donc tout ça, c'est pour dire que même s'il y a eu des mouvements qui ont existé il y a quelques années, mais que ces mouvements se sont essoufflés, vous avez parlé de 2011, 2012, 2013, c'est moins de 15 ans. En moins de 15 ans, nous les jeunes, on fait une lancée et puis au bout de 10 ans, si ça ne fonctionne pas, on laisse. Non, c'est pas comme ça. Nous devons continuer dans la résilience, dans le travail. Et puis, il faut signaler toujours aux jeunes que c'est un travail de longue haleine. Ce n'est jamais facile. On apprend dans la douleur. Donc voilà, ce sont des notions qui doivent d'abord commencer au niveau psychologique. Parce que quand vous dites philosophique, moi j'ai envie de dire psychologique. Parce que tout est dans la tête. À partir du moment où vos idées sont claires, vous pouvez les concevoir et vous pouvez agir de manière clair aussi sur le terrain. Donc voilà, c'est vraiment tout ça, la participation individuelle, responsabilité individuelle, l'esprit critique, les actions sur le terrain. Quand il y a des lois, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut que la jeunesse passe au devant. Et puis, surtout, il faut aussi rappeler que même au sein du gouvernement, il faut aussi que le gouvernement puisse mettre en avant cette jeunesse ou que cette jeunesse se mette en avant au niveau gouvernemental pour permettre d'articuler tout un peuple. Mais Président, vous avez parlé de la responsabilité. Pensez-vous que la responsabilité doit être partagée entre ce jeune et l'État qui est en train d'organiser ou bien encore de diriger le pays? Complètement. Dans votre question, il y a la réponse. En effet, les responsabilités sont partagées. D'un côté, nous avons l'État qui doit mettre en place des mécanismes qui permettent à la jeunesse de s'épanouir. Et de l'autre côté, il faut aussi que la jeunesse ait cette conscience. Mais attention, il y a deux points aujourd'hui qui sont très importants pour que cette jeunesse soit active et que cette jeunesse soit vraiment dans le processus démocratique. Un, il y a le système éducatif. Une jeunesse qui n'est pas bien éduquée est une jeunesse qui sera complètement distraite et qui ne pourra pas suivre le jeu démocratique, qui ne pourra pas participer activement au processus du développement de son pays. Il y a le système éducatif. Et dans le système éducatif, l'État a une responsabilité prépondérante pour éduquer ces jeunes et que ces jeunes-là deviennent habiles justement à participer au développement de leur pays. Et puis derrière, il y a justement dans le système de l'entrepreneuriat, il y a toute la machine de l'État qui doit permettre à ces jeunes qui, après avoir traversé un cursus universitaire et qui sont au niveau du marché, qu'on puisse leur permettre de s'épanouir dans ce pays. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui finissent aujourd'hui à l'université et qui se retrouvent sans emploi. Ils se disent que nous, on a envie de servir notre pays, mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là, on retourne au niveau de l'État. Il y a des jeunes entrepreneurs. Mais dans notre système, par exemple, en RDC, je le dis à qui veut l'entendre, il n'existe aucune banque par les Congolais pour les Congolais. Ne serait-ce que pour soutenir le secteur de l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que tous ces jeunes-là, aujourd'hui, ils font comme ça le chômage, ils font rien, il n'y a pas de travail, les gens se vaquent un peu à des occupations qui sont peut-être, qui renversent aussi des fois les valeurs parce que les gens n'ont rien à faire. Mais dans un pays où il n'y a pas de banque qui va accompagner les jeunes, le système doit être reformé, refondé, remodelé pour permettre à la population congolaise d'avoir les outils nécessaires pour servir son pays. Donc les responsabilités sont partagées, mais
Ma démarche aujourd'hui, c'est de dire à la jeunesse de ne pas se laisser, de ne pas se victimiser, mais c'est de plutôt utiliser son intellect pour trouver les voies et moyens pour arriver à participer justement dans les efforts de notre pays. Je pense que M. Kabi, le président vous a convaincu, hein, votre façon de lui regarder. Le problème sur lequel porte mes réflexions ici tourne autour de quelques postulats. Tout d'abord, je suppose que tout changement dans le monde moderne n'est pas essentiellement l'œuvre du hasard. Il procède également de l'esprit créateur de l'homme. L'homme conçoit d'abord puis matérialise et objective ses idées. Mais en conséquence, M. Hugues Boulay, je crois que ceux qui s'abstiennent du travail de la conception ou les négligent ne peuvent rien créer de durable. Leur état d'esprit, par contre, va favoriser la confusion et les chaos autour d'eux. Question. Est-ce que notre passé philosophique colonial nous prédispose-t-il aujourd'hui d'avoir des personnalités fortes, fières et dynamiques? Les Congo, notre pays aujourd'hui, peut-il sauvegarder cette personnalité, quelle qu'en soit, en adoptant en bloc les acquis de la science et de la technique? Vous parlez de la situation des chômeurs aujourd'hui. Que faire ou que prévoit le mouvement citoyen éclairé devant une éducation orientée vers les chômeurs de luxe, qui est la jeunesse en fait, qui est sous-emploi, qui ne voit à quel sens c'est voué, qui est de rester là pour ne rien faire. En effet, vraiment, votre question, elle est complète et ça répond même un peu à la question de Madame Grachako, en disant que quand justement il n'y a pas cette conception, cette réflexion, cette approche, j'ai envie de dire, psychologique que vous avez appelée philosophique, eh bien, il y a un chaos qui s'installe parce que ce n'est pas clair, ça n'a pas été clairement défini. Mais maintenant, dans cette jeunesse qui est désemparée, qu'est-ce que le mouvement citoyen éclairé propose? Je reviens toujours sur les bases. Le mouvement citoyen éclairé propose 4 axes stratégiques. 5 axes stratégiques, parce que j'ai l'habitude de 4, mais 5 parce qu'il y a la situation sécuritaire. Et je vais aller tout doucement. Pourquoi le mouvement citoyen éclairé, on parle de l'éducation? Justement, c'est pour ce côté conceptuel, pour ce côté où on forme l'être humain. L'éducation est un processus par lequel un individu acquiert des connaissances, des compétences et des valeurs qui vont lui permettre de s'épanouir dans la société. C'est ça l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas que l'éducation scolaire. Vous avez, à l'école, il y a justement cette éducation scolaire où on vous apprend avec le quotient intellectuel. Et puis, il y a l'éducation sociale qui vous apprend justement ce quotient social. Et puis, il y a l'éducation émotionnelle. Comment est-ce que vous réagissez face à la société qui est, j'ai envie de dire en tautologie, en face de vous? Et maintenant, le niveau conceptuel, l'éducation, le mouvement citoyen éclairé propose. Et puis, deuxièmement, il y a des jeunes justement qui... après quelques années de cursus, se disent que nous, on veut se lancer, on veut participer, on veut travailler. Il y a le deuxième axe, l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que le mouvement citoyen éclairé aujourd'hui propose? Le mouvement citoyen éclairé propose le modèle des coopératives. Mais pas seulement. Le mouvement citoyen éclairé fait un lobbying auprès de l'État pour dire aux dirigeants que nous sommes désolés, mes chers dirigeants, messieurs et dames les dirigeants de l'État, la jeunesse congolaise ou la population congolaise ne peut, ou l'économie congolaise ne peut se développer si le système bancaire, le système de la gestion de l'argent n'est pas au point. Et le système de la gestion de l'argent commence par la banque, les banques. Le taux d'inclusion financière aujourd'hui en RDC est entre 10 et 20%. C'est très faible dans une population de 100 millions d'habitants. D'ailleurs, je me demande s'il y a vraiment 10 millions de Congolais qui sont dans le système bancaire, ça m'étonnerait. Donc on serait un peu moins. Il y a les banques, banques de crédit agricole, banques d'investissement, banques commerciales. Ça, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est ce que le mouvement citoyen éclairé est en train de proposer. Le mouvement citoyen éclairé fait un lobbying pour que la RDC devienne indépendante sur le plan agroalimentaire. Oui. Tout ça, c'est une vision. Parce qu'un pays, un peuple qui a faim,
est un peuple qui ne peut pas réfléchir. Comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc ça, c'est ce que le mouvement citoyen éclairé est en train de pousser. Mais on n'a pas oublié, on n'est pas que dans le côté scientifique. Il y a des jeunes qui ne sont pas forcément doués pour l'école, mais qui sont bons au sport. Or, le sport, c'est le soft power. Aujourd'hui, si on a connu le Brésil, c'est grâce au football, c'est grâce au sport. Et on peut utiliser le sport comme un vecteur, parce que dans le sport, on a le leadership, la résilience, le dépassement de soi, le respect, l'équipe, le travail communautaire. Il y a le côté sportif où on veut mettre en lumière tous ces talents qui peuvent permettre de vendre la République démocratique du Congo. Il n'y a pas que le sport. Il y a de l'autre côté ceux qui ne sont pas forcément bons au sport, mais qui sont des artistes, qui racontent l'histoire de la République démocratique du Congo. Et là aussi, on a un discours pour dire que, justement, ces jeunes-là, cette population congolaise, qui est artiste, musicien, dessinateur, peintre, d'ailleurs, ce qui a vendu la République démocratique du Congo au niveau mondial et international, c'est la musique. C'est le côté culturel. Et donc, on est dans cet endroit-là où on regarde aussi les jeunes qui sont dans la culture, art. Et puis finalement, on se dit, mais tous les 4 points énumérés si haut ne peuvent pas avoir lieu dans un pays en guerre. C'est comme ça qu'on a inséré l'aspect paix et sécurité, où on demande aux jeunes, ceux qui sont vaillants, de rejoindre l'armée comme ça a été demandé par les autorités, mais que d'autres aussi puissent rejoindre une armée intellectuelle pour permettre à la RDC justement d'être complète et de faire face à ces 9 pays limitrophes. Donc voilà, tout ça ce sont les aspects que le mouvement citoyen éclairé est en train de proposer, mais seul on dit qu'un seul doigt ne lave pas le visage, il faut un assemblage, il faut que les 5 doigts lavent. C'est comme ça que nous demandons le concours de tous les Congolais pour qu'autour de cette vision qu'on puisse dessiner une vision commune pour la République démocratique. Mais je fais remarquer à ces propos l'extrême diversité, tout au début de l'emploi du mot sur l'élitisme en fait. Nous le savons pertinemment bien que l'élite, c'est pour amener toute société dans les progrès. L'élite doit avant tout être consciente d'elle-même, mais également de son rôle historique. Mais par rapport à tout l'ensemble de la société, elle doit être plus consciente, c'est-à-dire elle doit avoir de la société une vie globale ou une certaine vision qui implique en elle des idées, mais également des actes dynamiques. Mais devant les chaos, devant la situation politique, économique, mais également sociétale de la République démocratique du Congo, faut-il admettre aujourd'hui qu'on peut encore parler des élites en République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo, notre beau et grand pays, il y a des moments où j'ai mal, parce que quand vous avez la culture de l'élite, quand vous voulez être excellent dans ce que vous faites, vous devenez limite l'ennemi public numéro 1. Yé Alingala Kisanini, Yé Moutako Bongisa Congo, vous entendez? Donc dans la psychologie commune, il y a les valeurs qui sont inversées. On applaudit celui qui raconte des bêtises ou qui dit des bêtises, on les starifie même, on les gratifie. Et la jeunesse est en train de regarder en se disant que moi, si j'ai envie de faire quelque chose d'élitiste, on va m'attaquer, on va m'étouffer. Mais quand je suis dans la bêtise, on m'applaudit. C'est ça même le paradoxe, le paradigme que la République démocratique du Congo a en ce moment. Alors cette notion d'élite, je refuse de croire qu'il n'existe plus d'élite, mais la pyramide a été inversée aujourd'hui. Et justement, notre lutte et notre combat, c'est de réinverser à nouveau cette pyramide pour que les élites puissent passer en avant et que les médiocres soient derrière. Donc, dans la situation actuelle, la médiocrité est devenue monnaie courante et presque la médiocrité est devenue presque la norme. Et c'est ce qui fait mal parce que nous courons vers un mur. Et celui qui se réveille pour dire que nous sommes médiocres est attaqué par le reste. Et c'est comme pour dire, ce n'est pas parce que vous êtes plusieurs à avoir tort que vous avez raison. Voilà, Président, vous êtes très proche de la jeunesse. J'ai une question, je voulais savoir, qu'est-ce qui freine selon vous l'engagement civique ou encore politique de jeunes? Qu'est-ce qui freine? C'est encore une fois de plus cette notion justement où l'élite n'est pas récompensée. Parce que l'engagement civil, l'engagement patriotique, mine de rien, c'est élitiste. Ce n'est pas citoyen qui veut participer à l'essor de son pays qui veut.
c'est quand même des gens qui ont étudié, des gens qui ont un certain niveau de connaissance, justement, qui doivent passer au devant. Mais au vu de ce qui se passe dans notre pays, même ceux qui sont censés être élites ont maintenant peur de monter au créneau. Et ça résorbe justement le patriotisme, ça résorbe l'amour pour la République démocratique du Congo, parce que ce sont des antivaleurs qui nous dirigent. Donc, vraiment, j'ai envie de répondre en une phrase que les antivaleurs aujourd'hui réduisent ou résorbent le taux de patriotisme et de cet amour pour notre pays. Voilà, je veux bien encore marteler que la thématique de ce soir, c'est refonder l'État. Quel rôle pour la jeunesse congolaise face au chaos politique et aux urgences sociales? Cette fois-ci, on va prendre M. John Chitenge. Et voilà. Monsieur Ndombo, je voulais vous parler aussi d'un jeune. Il a été candidat président de la République à moins de 40 ans, propulsé ministre d'État, ministre de la Justice. Au moment où nous faisons cette émission, hélas, il est mis à la disposition de la justice. Il serait impliqué dans une louche affaire de détournement des deniers publics. Ma question est celle-ci. Une jeunesse déjà en perte des repères, lorsqu'il y a quelques jeunes modèles repères qui émergent comme ça, voilà comment ils sont en voie de disparition. Vos impressions? Merci pour la question, mais je ne veux pas que les péchés d'un jeune puissent condamner toute la jeunesse. Parce que quand on monte un peu plus haut, moi j'aime bien dire les aînés ou nos pères, ils sont nombreux à avoir fait des erreurs, pourtant ils continuent à être là et on continue à renouveler notre confiance malgré les erreurs qui ont été faites. Certes, le ministre d'État, ministre de la Justice est aujourd'hui, j'ai envie de dire, entre les mains de la justice. Présumé innocent. Présumé innocent, mais entre les mains de la justice, nous n'allons pas interférer dans une affaire judiciaire parce que les rebondissements peuvent avoir lieu à n'importe quel moment. Mais n'empêche que les péchés d'un jeune, nous n'allons pas dire parce que ce jeune-là n'a pas pu répondre justement aux attentes de tout un pays, que tous les jeunes maintenant derrière sont médiocres. Il faut vraiment faire la différence. C'est comme ça que je suis en train de parler de la responsabilité individuelle. Nous sommes individuellement redevables devant la loi, devant ceux qui nous ont donné l'impérium du pouvoir. Et je suis désolé de dire qu'il y a une multitude de jeunes là, prêtes à servir leur pays, prêtes à mouiller le maillot, quitte à corriger même les erreurs de certains jeunes pour que toute une jeunesse ne soit pas mêlée parce qu'il y a un seul jeune qui est tombé. Je n'ai pas encore vu, dans les questions même journalistiques, dire Monsieur X ou Y, vous avez vu que quelqu'un de la génération 60 ou un monsieur de 60 ans a détourné, cela veut dire que vous tous qui avez 60 ans avez détourné, ça n'a pas de sens. Donc voilà, vraiment pour répondre, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, est devant la justice. J'ai envie de dire, il va répondre, présumé innocent, nous n'allons pas interférer, mais ça n'engage pas toute la jeunesse ou ça ne rend pas médiocre toute une jeunesse. Monsieur Boulé, vous insistez sur l'éducation de la jeunesse. Je prends un cas, il y a eu un débat sur la notion de légende, la légende, qui est légende, qui ne l'est pas. Nous avons vu la jeunesse faire des heures et des heures de live. Mais est-ce que sentez-vous le même engouement, la même rage, la même motivation pour des questions existentielles, vitales du Congo dans cette jeunesse? Est-ce n'est pas là aussi un problème d'éducation? J'aime beaucoup cette question sur les légendes, ou la légende, ou plusieurs légendes. Non, ça un déferlement. Ça a animé. Oui. Mais quand il faut parler des questions existentielles du Congo, pourquoi il n'y a pas le même engouement? On ne va pas non plus taper sur la jeunesse. C'est pas une jeunesse distraite, ça. Oui, on ne va pas taper sur la jeunesse de manière systématique. Il y a un point. C'est que sur des questions de divertissement, les jeunes participent parce qu'ils comprennent de quoi ils parlent. Ils comprennent, c'est leur vie de tous les jours. Les gens se divertissent, ils sont dans la musique, dans l'art, vraiment dans le théâtre, dans le cinéma. Vous voulez dire, la jeunesse n'est pas politiquement intelligente? Non, attention, merci beaucoup. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que la jeunesse n'est pas politiquement intelligente, mais je veux dire que la jeunesse
sans cette marge de manœuvre dans les débats qui lui concernent. Quand on parle de légendes, on parle des musiciens, ce sont les artistes qu'ils aiment ou bien des journalistes qu'ils aiment. Ça fait parler l'opinion publique. On n'a pas besoin d'avoir la science infuse pour émettre un commentaire dans quelque chose qu'on vit tous les jours. Les musiciens, ce sont les chansons que les gens chantent tous les jours, ils vivent avec. Ça fait partie de la vie. Mais maintenant, quand il s'agit des débats politiques, Ouais. pourquoi les jeunes n'ont pas le même engouement? Parce que justement, les jeunes ont l'impression de ne pas être entendus. Les jeunes ont l'impression de ne pas avoir les bons interlocuteurs. Regardez par exemple le cas du ministre de Mutamba. Mais c'est toute la jeunesse qui réagit. Vous sentez que la fibre de la jeunesse ou la couche de la jeunesse est en train de vibrer parce que Mutamba représente cette jeunesse d'une certaine manière. Et il est devenu un interlocuteur de cette jeunesse. Donc, quand une question lui touche, ça touche toute la jeunesse. Maintenant, au niveau politique, plus il y aura des interlocuteurs jeunes au niveau de la décision, au niveau de l'État, que quand il y a des questions politiques, cette jeunesse-là va aussi agir de manière active. Mais n'empêche, je veux aussi que nous puissions regarder ces jeunes-là aussi qui, malgré le fait, il y en a beaucoup quand même qui agissent, il y en a beaucoup qui commentent, il y en a beaucoup qui parlent justement des problèmes du pays. Il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de la République démocratique du Congo en grand. Mais étant donné que la pyramide, justement, je suis en train de parler de cette pyramide des valeurs est inversée, c'est très difficile d'entendre la voix de ces jeunes-là qui sont aussi pour le développement, pour la participation active. Donc, il ne faut pas mettre tous les jeunes dans le même sac et il ne faut pas mettre le divertissement dans le sac de la politique ou la politique dans le sac du gouvernement. Mais n'empêche, ça interpelle quand même pour dire que quand il y a des questions existentielles et des questions fondamentales dans un pays tel que le nôtre, il serait plus intéressant que les jeunes puissent vraiment monter au créneau. D'où notre travail de sensibilisation, notre travail psychologique, éducationnel, pour que justement on arrive à mener ou à emmener cette jeunesse-là à répondre à des questions politiques. Tonton Wams, une dernière question. Ok. Oui, mais vous êtes aussi un acteur politique, président d'un parti politique. D'un mouvement. D'un mouvement. D'un mouvement de la société civile. C'est un parti politique qui ne dit pas son nom. Oui, les retours au pays de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, mais hélas pas un coin du pays occupé par l'ennemi. Quelle signification, quelle lecture faites-vous de cette retour, de ces retours? Nous avons tous assisté presque religieusement à ce retour à travers le discours, son discours de, je pense, 57 minutes. 45 minutes. Où le président honoraire Kabila a presque annoncé son retour sur la scène politique. Aujourd'hui, quand je parle, je ne parle pas au nom de Hugues Bollé, je parle au nom de toute une jeunesse. Et notre souci aujourd'hui en tant que jeunes, c'est de se dire que le président Kabila a cette posture d'ancien président, président honoraire, qui a dirigé la RDC pendant 18 ans. Et ce que nous attendions de lui en tant que jeune, c'est d'une certaine manière qu'il puisse fustiger l'agression rwandaise qui est en République démocratique du Congo, qui est même de surcroît reconnue par le Rwanda, par son apparition à Doha avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous attendions justement cette fermeté au niveau justement de la bouche du président pour dire qu'il condamne les actes et qu'il condamne aussi les groupes rebelles qui déstabilisent justement la vie politique de la République démocratique. Nous n'avons pas entendu ce discours. Nous avons plutôt entendu un discours d'un ancien chef d'État qui veut revenir ou qui revient sur la scène comme se disant que lui va venir changer les choses et que ça va aller mieux. Parce que ce qui est fait actuellement n'est pas bon. Ça, c'est le discours que tout le monde a entendu. Maintenant, ses propos ne l'engagent que lui-même. Mais nous, en tant que peuple, nous attendions un ancien chef d'État qui soit du côté du peuple, du côté de la démocratie de manière directe. Vous avez l'impression qu'il ne l'est pas? Non, on a l'impression qu'il ne l'a pas été dans ce discours, rien que par le fait qu'il y a des morts. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Et c'est comme si on faisait fi de tout ce qui s'était passé. Hein? Même si moi, en tant que Hugues Bollé, je peux comprendre le spectre large de ce discours,
mais monsieur, madame, tout le monde qui me regarde aujourd'hui à la télé n'a pas forcément cette compréhension du spectre large. Et monsieur, madame, tout le monde, monsieur le jeune d'un peu partout se pose la question, pourquoi ces points-là n'ont pas été élucidés? Et dans un cadre démocratique, nous avons un président, le président Félix, qui est encore dans ses fonctions, qui a encore une légitimité politique. Il serait quand même important pour la République démocratique du Congo que l'on puisse reconnaître que c'est lui le garant de la nation et qu'on puisse passer par lui pour arriver à des solutions probantes, que ce soit pour la paix, pour notre pays. Donc c'est vraiment une lecture où je vais aller même un peu plus loin en se disant inversons. Parce que généralement, quand on veut fustiger, on ne se rend pas compte. Changeons d'angle de vue. Là, maintenant, on entre dans un angle de vue où, imaginez à l'époque où le président Kabila était le président de la République et qu'il y avait un groupe insurrectionnel qui arrivait en RDC. Et que, justement, dans ce groupe, il y avait des gens qui ne reconnaissaient plus son autorité en tant que président. Qu'allait-il se passer à cette époque-là? Et maintenant, quand on retourne les cartes, on est dans le sens où on est, je pense que chacun peut avoir sa réponse. On est dans un pays démocratique. Il peut y avoir des frustrations personnelles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? Les conflits internes et les conflits personnels ou individuels auront un impact sur nous, le peuple congolais. C'est ce qu'on est en train de rappeler à tout le monde, qu'à un moment, il faut qu'on soit juste dans nos propos et qu'on se dise que la RDC, c'est notre pays et que les actions des uns ont un impact sur les autres. Qu'en est-il de nous qui n'avons pas le pouvoir de modifier les choses en un claquement de doigts? C'est ça la question. Nous voulons aujourd'hui qu'il y ait la paix en RDC, qu'il y ait un essor économique et que le pays soit sur les rails. Mais maintenant, qu'en est-il avec les leaders politiques, ceux qui tiennent la politique de notre pays? Et il faut aussi rappeler que l'une des causes qui crée la dislocation ou la discorde en RDC, c'est le manque d'unité entre nous. Chacun revendique ou chacun se dit que c'est lui qui a la vérité. Or, on doit se regarder comme un seul peuple et de se dire que nous avons un objectif commun et que nous soyons unis. Tant que la RDC ne sera pas unie au niveau politique dans une vision commune, il sera difficile de construire ce pays. Oui, en fait, par les soucis d'être également convaincu, parce que l'ami Aïe a posé cette question, je voulais en fait revenir sur la situation de l'actuel ministre de la Justice, mais également la situation de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Mais lorsque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise aujourd'hui sur la jeunesse comme fer de lance de son projet politique, un choix d'ailleurs, je dirais, louable et porteur d'espoir dans un pays qui est en quête de renouveau. Mais vous ne voyez pas que aujourd'hui, avec cette question de détournement de la part de ces ministres, cette réalité éclabousse ces symboles-là de la jeunesse dont le président de la République mise. Est-ce qu'on peut encore compter aujourd'hui sur la jeunesse ou pas? S'il faut revenir également sur la question de Joseph Kabila pour chiter, je crois que ce qui a déclenché tout, c'est la procédure entamée par la Chambre haute du Parlement sur la décision de la levée de ces immunités parlementaires. La question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres est celle de savoir, est-ce que le Sénat congolais a-t-il les bases légales pour enlever les immunités d'un ancien président de la République? Est-ce que la procédure a été vraiment respectée? Voilà toutes ces questions qui doivent nous donner matière à réflexion. Merci beaucoup. Quant à la jeunesse, et pas seulement quand on parle de détournement, moi, j'attire l'attention des gens ou de l'opinion publique sur une chose. Vous voyez cette bouteille d'eau? Cette bouteille d'eau, si elle a des trous, vous pouvez me dire, Hugues, on remplit cette bouteille d'eau et on veut que tu puisses la faire arriver d'un point A à un point B sans qu'il y ait perte d'eau. Ce sera impossible parce que la bouteille d'eau a déjà des trous. Par là, qu'est-ce que j'ai envie de dire?
Il y a un problème systémique en République démocratique du Congo. Le système en RDC. Nous utilisons quel système? Le système, on a besoin la RDC a besoin d'une réforme systémique pour permettre la bonne gouvernance. Ne pensez pas que ceux qui gouvernent bien en France ou aux États-Unis, c'est parce qu'ils sont mieux intentionnés que les Congolais. Non, c'est parce que le système est fait tel que il est presque impossible de détourner. C'est le système dont on parle. Parce que aujourd'hui, c'est le ministre Mutamba qui va tomber. Demain, ça va être un autre ministre qui va tomber. Au bout d'un moment, quand vous avez un système où plusieurs personnes tombent, il faut se poser la question, est-ce que ce sont les gens qui sont mauvais ou le système qui est mauvais? Dans une classe, quand tous les élèves échouent tout le temps à une interrogation, on commence à se poser la question, est-ce que le prof donne bien sa matière pour que les étudiants comprennent? C'est là où vraiment le vrai Est-ce qu'on problème... doit pérenniser ces systèmes Justement, ou changer les il faut qu'il y ait une réforme systémique, institutionnelle en République démocratique du Congo. Le système économique, bancaire, de la gestion de l'argent en RDC doit connaître des réformes importantes. Rien que pour vous donner un exemple, je vous ai dit, il n'existe aucune banque congolaise par les Congolais pour les Congolais. Rien que ça, par exemple, au niveau de la jeunesse, parce que tous les jeunes ne sont pas appelés à devenir des politiciens. La plupart de ceux qui sont jeunes veulent entrer dans l'entrepreneuriat et permettre justement à résorber le taux du chômage, parce que plus il y a des entrepreneurs, plus il y a de l'emploi, les entrepreneurs créent de l'emploi baisse le chômage et l'emploi crée une croissance économique. Rien que ça, si on n'a pas nos banques à nous-mêmes ici en RDC, comment voulez-vous qu'on se développe? Parce que les banques étrangères n'ont pas pour but de développer la jeunesse ni l'entrepreneuriat en RDC. Ça, c'est déjà un problème. Il faut maintenant qu'on puisse avoir une vision plus large, de se dire qu'il y a un problème systémique en RDC et qu'il faut qu'il y ait des réformes sérieuses. Au-delà du système, il y a un problème de la mentalité congolaise. C'est pour ça que je disais même à Madame Chakon au début que si le côté psychologique, le côté philosophique n'est pas modifié ou calibré pour diriger la chose publique, il sera très difficile directement de passer à l'action. C'est comme quelqu'un qui n'a pas été assez formé, un militaire qui n'a pas été formé, vous lui dites, allez, prenez les armes, allez directement au front, allez dans... Non, c'est pas possible. Ça, c'est problématique. Et même, justement, parlant de la question du président honoraire Kabila, dont on a levé les immunités au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des juristes constitutionnalistes, il y a des spécialistes en la matière, parce que je ne veux pas non plus être dans ce plateau comme étant spécialiste dans toutes les matières, mais ils ont jugé toutes ces personnes, au vu des éléments qu'ils ont en leur possession, ils ont jugé l'opportunité de passer à un tel acte. Maintenant, est-ce cet acte légitime ou est-ce un acte ponctué? Seul le temps nous le dira. Je pense qu'il serait trop tôt pour moi aujourd'hui de dire que c'était bien ou ce n'était pas bien. Il est temps pour nous peut-être d'observer et de regarder. Là où on n'a pas l'information, on essaie d'analyser, de regarder et de se dire que on est en train d'aller vers une RDC en plein changement, en pleine refonte. Et que ce soit au niveau du président honoraire ou même du président en place, nous observons encore parce que nous digérons toutes les informations que nous avons à notre disposition. Donc voilà, on fait des analyses, mais des fois c'est trop tôt pour se prononcer. Mais en même temps, il faut aussi quand même d'une certaine manière faire confiance aux acteurs qui sont là, qui articulent justement la vie politique. Alors, Président, moi, j'aimerais bien rester seulement sur la thématique de ce soir. Qu'il faudrait-il faire concrètement pour renforcer le rôle de la jeunesse dans la refondation de l'État? Merci pour la question. Je pense que pour renforcer le rôle de la jeunesse dans la refondation de l'État, il faut continuer ce travail de sensibilisation, ce travail de responsabilisation. Quel est l'outil que les jeunes utilisent aujourd'hui le plus? Ce sont les téléphones portables. Dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Grâce aux téléphones portables, ils ont accès aux réseaux sociaux. Commencez par utiliser ces outils
être dans ces canaux, dans ces réseaux sociaux pour inciter la jeunesse congolaise à pouvoir s'améliorer et à participer activement. Pourquoi? On avait parlé des pyramides inversées. On vit dans un monde des intérêts. Il faut qu'il y ait Ce sont les intérêts qui priment. il faut qu'il y ait un intérêt probant dans ce que les gens font. La jeunesse aujourd'hui, qu'on taxe d'être dans les anti-valeurs, c'est parce que d'une certaine manière, les anti-valeurs, les récompenses, en les starifiant, en leur donnant un statut social qu'ils n'avaient pas au départ. Alors, on peut inverser ça justement, on peut inciter les jeunes à, avec des actions gouvernementales, par exemple, on dit la meilleure vidéo de la semaine, une meilleure vidéo éducative, par exemple, va remporter un prix de 100 000 francs. Vous savez que s'il y a 100 000 francs, 200 000 francs, 50 000 francs, ce sont des montants qui ne sont pas exorbitants, mais qui peuvent pousser cette jeunesse-là à se dire, au lieu de faire n'importe quoi, vaut mieux que je fasse une vidéo, par exemple, éducationnelle, une vidéo de salubrité, de propreté, une vidéo de sensibilisation. De cette manière-là, toutes ces incitations qu'on va mettre autour de la jeunesse peut leur permettre justement de s'accentuer et de se pencher davantage sur l'amour patriotique, sur ce travail d'engagement civique et de cet engagement dans le processus démocratique de notre pays. Alors, il faut vraiment des moyens et des mesures incitatives. Il faut inciter cette jeunesse et continuer à faire ce travail sur la mentalité, sur l'éveil de l'esprit et à conduire. Il faut vraiment le lead. Et c'est ça. C'est là où maintenant entre le rôle du gouvernement. Et ce sont des montants qui, moi je suis avec 100 000 $. Je donne ça comme ça. Vous pouvez inciter toute une jeunesse, avec une stratégie bien huilée, vous pouvez commencer à inciter toute une jeunesse à aller vers un chemin des valeurs, parce que les valeurs payent. À partir du moment où les jeunes vont se rendre compte que quand tu fais une vidéo éducative, tu peux arriver à un point B, tu peux faire évoluer ta vie, les gens vont se pencher sur quelque chose qui paye. Mais tant que ça ne paye pas et que c'est de longue haleine sans résultat, ça va être problématique. D'où ce double travail de la mentalité et de l'esprit et des incitations au niveau gouvernemental. Voilà, nous allons tout doucement faire la fin de cet entretien. Cette fois-ci, on va prendre Madame Grace Chako. Je vais rebondir simplement sur votre conclusion. Aujourd'hui, les jeunes sont sur TikTok et je ne pense pas qu'ils le font par incitation, c'est par curiosité ou c'est devenu seconde nature. Demander aujourd'hui à la jeunesse ou demander au gouvernement d'inciter par l'argent, je pense qu'on ne résout pas le problème. Est-ce que selon vous, vous ne pensez pas qu'il faudrait justement aller dans un système éducatif un peu plus refondé? Parce que si vous allez sur TikTok, qui est aujourd'hui devenu une seconde nature, avec quelque chose qu'on a déjà choisi de suivre, c'est-à-dire que quand on choisit, c'est un peu l'opium. On ne sait pas s'en débarrasser, même si on nous donne 100 000 $, on fera une vidéo pour faire plaisir. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement dans votre procédé aller s'intéresser à la jeunesse, aux élèves, aux étudiants pour changer ce que vous êtes en train de décrire aujourd'hui? J'avais dit ça d'entrée de jeu, en début d'émission, que justement nous sommes d'abord dans ce travail de l'éducation, où on va voir les étudiants, on va les sensibiliser, on fait ce travail que vous venez de dire, vraiment d'entrer dans toutes les couches de la population, pas seulement la jeunesse estudiantine, mais même la jeunesse qui n'a pas la chance d'aller à l'école, qu'on aille les voir pour faire ce travail d'éducation. Mais est-ce que vous savez ce qui a fait le grand succès de TikTok? C'est parce que les meilleurs créateurs de TikTok sont payés par TikTok. TikTok ne fonctionne pas par magie. Ça ne fonctionne pas parce que l'application est trop belle. TikTok fonctionne parce que les meilleurs créateurs sont payés. Au bout d'un moment, il ne faut pas que l'argent soit un sujet tabou. On doit parler d'argent de manière délibérée pour responsabiliser tout un peuple. Vous dites que la RDC, c'est le pays le plus riche du monde. Mais pourquoi vous avez un problème à parler d'argent? Et si aujourd'hui, on incite les jeunes, je ne dis pas à travers des sommes exorbitantes, parce que vous savez, par exemple, l'un des TikTokers, le meilleur TikToker sur la Kabilam, il gagne des millions de dollars par poste. Il met un poste, il gagne des millions de dollars. Et la plupart des grands influenceurs gagnent beaucoup d'argent. Simplement, c'est parce que aujourd'hui, les gens en Afrique, ou même en RDC, font le suivi de TikTok parce que ça fonctionne déjà dans un modèle. Et c'est ce qui va faire en sorte que quand on va inciter tellement de jeunes à faire des choses qui sont bien, au début, on incite,
Et après, ça devient une seconde nature. Mais ça ne peut pas devenir une seconde nature d'entrée de jeu. Donc, il faut coupler justement ce côté où on descend dans la vraie vie, on descend vraiment voir les jeunes avec ce système éducatif, cette méthode éducative, mais en même temps, utiliser les réseaux sociaux comme un canon ou un canal de relais et inciter à travers les réseaux sociaux justement de propager cette nouvelle éducation. Le changement de la mentalité. Est-ce que le MCE s'est approché des structures de l'État finalement? Est-ce que vous êtes allé vers le ministère de la Jeunesse? Est-ce que vous êtes allé vers la structure sur le changement de la mentalité qui à un moment avait mis des panneaux dans la ville? Est-ce que vous avez fait des propositions concrètes et celles-là n'ont pas été prises? Il n'y a pas de meilleure tribune que de passer à la télé avec la fréquence avec laquelle on est en train de faire pour se faire entendre auprès de tout un peuple, auprès de toutes les structures, que ce soit le ministère de la Jeunesse, le Conseil national de la Jeunesse, même la cellule de changement de mentalité. Eux tous nous connaissent. Eux tous ont compris le message qu'on est en train de diffuser, de distiller, le message qu'on est en train de propager. Mais même, imaginons, nous, on est en train de faire ce travail de monter au créneau. Remettez la question de l'autre sens. Vous imaginez qu'il y a une cellule de changement de mentalité. Il y a un ministère de la jeunesse, il y a un conseil national de la jeunesse. Et vous voyez qu'il y a un mouvement qui a cette ampleur. Parce qu'aujourd'hui, notre mouvement, permettez-moi de le dire, on a plus d'impact que la plupart de ces structures. Quand vous voyez un mouvement comme ça en train d'exceller, mais c'est aussi, même si nous on fait la démarche de dire qu'on est ouvert, mais c'est aussi aux autres de venir vers nous. C'est une démarche conjointe. Mais vous ne l'avez pas fait personnellement. Personnellement, nous, on va vers les autres. Personnellement, on est parti vers le ministère de la Jeunesse. Personnellement, on est parti voir tous ceux qui sont dans l'animation des différents mouvements, de différentes structures. On va les voir. Personnellement, il y a d'autres mouvements aussi qui viennent vers nous. Mais on fait d'abord cette démarche, vous savez, Madame Grace, quand vous commencez une structure, nous, je vous ai dit, on est là depuis décembre 2023. Au bout d'un moment, avant de faire des différentes démarches, il est aussi important de montrer de quoi est-ce que nous-mêmes on est capable. À partir du moment où on montre de quoi est-ce qu'on est capable, c'est normal que maintenant les gens veulent qu'on puisse travailler ensemble. Et à partir de maintenant, et jusque dans les années futures, nous avons toujours la main tendue. Nous avons la main tendue et ce que nous faisons, ce n'est pas pour l'intérêt du MCE, mais c'est pour l'intérêt de la RDC. Je pense que ce sera ma dernière question pour ce soir. 4 mois déjà que l'Est du pays est sous occupation. En majorité, c'est des jeunes, qui sont surtout des jeunes hommes, qui sont pris chaque soir, chaque matin, qui sont portés disparus. Qu'est-ce que, j'aimerais que ce soit un cri de cœur, vous ressentez quoi exactement? Est-ce que le gouvernement se sent finalement incapable de donner la solution ou bien c'est un silence complice? C'est une question profonde qui mérite une réponse qui ne soit pas hasardeuse. Dans le sens où, vraiment un cri de cœur, où je dis, je suis au nom du mouvement citoyen éclairé et même au nom de toute la jeunesse de l'Ouest du pays, nous sommes de cœur avec cette jeunesse-là de la partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes vraiment de cœur et nous en parlons. Et nous avons même fait, j'ai dit ça en début d'émission, quand la ville de Bukavu est tombée, nous avons réuni plus de 1000 jeunes pour parler de cette situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, où les jeunes sont montés au créneau. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup de structures qui sont aussi de cœur avec ceux qui sont dans la partie est de notre pays. Mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, c'est une question qui nous dépasse nous-mêmes. Et qu'il y a des acteurs politiques qui entrent en jeu. Et qu'il y a le président de la République lui-même qui est à la manœuvre, qui sait sans doute ce qu'il est en train de faire. Tout ce que nous pouvons dire et nous pouvons faire, c'est d'amener ce plaidoyer sur la table et de dire de ne pas oublier cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui regarde, cette jeunesse qui est frustrée, cette jeunesse qui est dépourvue, cette jeunesse qui ne sait plus vers qui se tourner. Nos cœurs et nos intentions sont avec eux. Et nous espérons qu'avec ce travail qu'on est en train de faire sur le terrain, avec ce travail de lobbying qu'on est en train de mettre en place, et avec cette voix de la jeunesse, cette voix des sans-voix, que toute la jeunesse congolaise va être comprise et va intérioriser, afin que ce soit nous qui soyons en première ligne pour la paix et la sécurité de notre pays. On va prendre une dernière question de M. Edi Kabeya et puis on va prendre M. John Chitende pour finir. Monsieur Idbolé, en fait, il y a un phénomène qui ne fait que refaire surface. Il s'agit donc
du banditisme urbain, appelé communément Kuluna, constaté ça et là dans des communes de la capitale, qui prévoit le mouvement citoyen face à cet état des choses. Faudra-t-il admettre que une révolution sociale s'impose? Merci. Le banditisme, les Kuluna, tous ces phénomènes négatifs, ces phénomènes sociaux qui agitent notre pays, notre capitale, je pense que dans le cadre du mouvement citoyen éclairé, au lieu d'attaquer le problème, nous allons attaquer la cause du problème. Quelle est aujourd'hui la cause de ce problème? Pourquoi il y a des Kuluna? Pourquoi il y a le banditisme? De un, le noyau familial est inexistant aujourd'hui. La structure de la famille, le respect de la famille, la sacralité de la famille est presque inexistante aujourd'hui. Et dans un monde où la famille est inexistante et qu'il y a des enfants qui naissent un peu partout de manière pas encadrée, c'est normal qu'au bout d'un moment, que ce désordre-là puisse conduire justement à du banditisme urbain, à des antivaleurs et à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Alors dans ce cadre-là, nous pensons aussi que nous allons avoir des discussions franches avec, que ce soit les Kuluna. Se parler dans les yeux, se demander qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ceci s'arrête. Que ceux qui sentent qu'ils ont la puissance, qu'ils ont la force, qui viennent aller combattre l'ennemi plutôt que de combattre les frères qui sont en interne. C'est vraiment un travail de longue haleine, c'est un travail de médiation intercommunautaire avec les humains, avec le peuple, et il faut vraiment comprendre ça dans la source. Et en effet, nous avons un très grand travail à abattre, un très grand chantier, mais que nous commençons progressivement d'abord avec cet ancrage dans l'éducation, et puis dans le dialogue, et puis dans la mise sur la table des vrais problèmes qui font en sorte que ce banditisme existe. Mais surtout, je martèle, le mouvement citoyen éclairé n'est pas l'État. L'État a sa part de responsabilité très importante. L'État ne peut pas abandonner les noyaux familiaux. L'État ne peut pas démissionner face à tout ce qui est en train de se passer maintenant. C'est à l'État aussi de structurer son fonctionnement pour contraindre le peuple à être sur une ligne. On dit que l'État a le monopole de la violence. L'État doit utiliser tous les moyens nécessaires pour aligner un peuple. Et donc c'est un travail en tandem qui doit être fait, mais dont une grande responsabilité aussi réside dans l'État et une partie de responsabilité non négligeable est au niveau du peuple. Le banditisme urbain, c'est bien les Kuluna. Je voulais saisir la balle au pont et épingler une criminalité d'une autre nature. Chaque jour qui passe ces derniers temps à Kinshasa, une agence d'échange, une chambre froide, un supermarché, rien n'est épargné, braquage armé. Et même en plein jour, messieurs, brûlés, où allons-nous dans cette vie? Nous interpellons. Il faut clairement interpeller le ministère de l'Intérieur. Il faut interpeller le ministre de l'Intérieur. Dire au ministre de l'Intérieur, mais qu'est-ce qui se passe dans la ville? Parce que ces bandits, tout ce qu'il y a comme braquage et tout, ils font et refont parce qu'il n'y a pas de répercussions sérieuses, parce qu'il n'y a pas de frappe sérieuse pour dissuader les autres. Quand vous faites une fois, vous volez, personne ne dit rien. Vous volez une deuxième fois, personne ne dit rien. Après, vous allez tout voler. Parce qu'il n'y a pas de réponse équivalente ou même supérieure à ce désordre qui existe. C'est comme ça que nous interpellons l'autorité de l'État. Il faut que l'autorité de l'État puisse rapidement taper le poing sur la table pour que l'ordre revienne. Parce que là, même nous en tant que mouvement, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Nous n'avons pas le monopole de la violence, nous n'avons pas la police, nous n'avons pas les services secrets, nous n'avons rien de tout ça. Or, ce que je sais, ou à ce que je sache, quand un individu X ou Y, même vous tel qu'on est sur ce plateau, si on dit une bourde, on peut être interpellé par les services secrets. Mais pourquoi ces services secrets ne font pas ce travail de fond? Sont-ils complices? Question. Question à tous ceux qui nous regardent. Parce que, en absence d'action, ça nous laisse poser des questions. Au bout d'un moment, il faut que les services, il faut que le ministère de l'Intérieur, il faut que l'État protège les citoyens. Nous voulons bien prendre notre part de responsabilité en tant qu'individu, en tant que peuple, en tant que citoyen, mais au bout d'un moment, pour des questions aussi fondamentales de la sécurité,
C'est le gouvernement qui doit prendre ça en charge. C'était là le plateau spécial avec Monsieur Hugues Bollet. Un grand merci à vous d'avoir répondu favorablement à C'est cette moi qui vous invitation. remercie. Et sur ces plateaux, je n'étais pas seul, j'étais accompagné de Madame Chaco, merci. Merci. Et sans oublier Monsieur Kabea et Merci. aussi Monsieur Chitende. Et quant à moi, mesdames et messieurs, je vous dis bye bye, on se retrouve à un prochain numéro. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés.